Winter is around the corner. Time is getting short, so we better go hunt for a spot where we can find some more. So far, Tony's mined just over 2,000 ounces of gold. Ouais? Non, ça ne marche pas comme ça. Comment ça? Ça ne marche pas comme ça. C'est exactement comme ça que ça marche. Je fais tout le travail. Je prends tous les risques et tu reçois tout l'argent. Au cœur du Klondike, là où le pouls de l'aventure bat aux côtés de l'éclat de l'or, une vague inquiétante a frappé la communauté de la ruée vers l'or. Soyez un bon voisin. C'est tout. Personne ne dira que ce sera aussi agréable. Hein? Vous avez conclu l'accord. Respectez-le. Faites en sorte qu'il soit bon. Tony Beats, un titan du monde minier dont le courage et la détermination n'avaient d'égal que sa personnalité hors du commun, est décédé subitement. Alors que la poussière retombe sur cette tournure inattendue des événements, nous restons avec des questions pressantes. Qu'est-ce qui a conduit à cet événement triste sur l'une des figures les plus emblématiques de la ruée vers l'or? Et comment cet événement soudain va-t-il façonner le paysage minier du Klondike? Rejoignez-nous pour explorer les circonstances douloureuses de la mort tragique de Tony Beats et ses implications pour le paysage de la ruée vers l'or. La farce qui a failli coûter la vie à Tony Beats, tout ce discours sur les funérailles. Et Tony Beats s'est produit parce que Tony a décidé de participer à un acte controversé connu sous le nom d'enterrement minier. Cette décision a choqué tout le monde, y compris les personnes présentes à l'émission et celles qui la regardaient à la maison. Même ses détracteurs ont été pris de court. Tout a commencé lorsqu'un travailleur nommé Mark Favron a voulu faire quelque chose de spectaculaire avant de rentrer chez lui. Il s'est approché de Tony pour lui demander la permission de faire ce qu'il pensait être une blague amusante. L'homme était tout simplement bizarre. C'est là que Tony aurait pu exercer son autorité. Mais les choses ont mal tourné. Quand on embauche quelqu'un, je pense qu'on peut s'attendre à ce que ce soit une journée de travail honnête. Tony attend beaucoup de lui-même, donc il attend la même chose de tout le monde. Mark Favron sentait qu'il ne pouvait pas partir sans avoir fait quelque chose qu'il considérait comme spectaculaire pour les gars, désireux de se montrer devant ses garçons. Il a approché Tony pour voir s'il pouvait obtenir la permission dont il avait besoin pour faire ce qu'il considérait comme une blague amusante. C'est là que Tony aurait pu exercer son autorité. En effet, il n'est peut-être pas très strict sur les règles ou sur tout ce qui peut être considéré comme conventionnel. Mais après avoir entendu ce qu'impliquait cette farce, il aurait dû arrêter Mark immédiatement. Mais au lieu de le faire, il laissa l'homme allumer les flammes qui pourraient menacer d'engloutir son empire minier d'or à l'avenir. Ainsi, une fois de plus, au lieu d'empêcher Mark d'exécuter ce que l'on appelle ses funérailles Vikings, il observa le reste de ses hommes se rassembler pour que Mark puisse verser des litres d'essence dans l'eau, comme si cela ne suffisait pas à endommager l'eau et l'environnement dans son ensemble. Tony et le reste de ses hommes regardèrent et applaudirent Mark et un autre participant à cette soi-disant farce, mettre le feu à l'eau. Ainsi, ils ont rendu un hommage déformé au rite funéraire nordique. Nous espérons que cette farce leur plaira à tous, car comme nous l'avons évoqué, une foule de problèmes ont suivi cette étrange démonstration de feu. Ils n'ont pas reconnu le fait que cet acte était non seulement hautement contraire à l'éthique, mais qu'il rejetait également des tonnes de toxines et de substances cancérigènes dangereuses dans l'environnement. Vous savez, les gens qui font des efforts et qui prennent des risques méritent une certaine reconnaissance. Sans Louis, il n'y aurait pas eu de ruée vers l'or. Cette farce imprudente et presque malveillante était hautement illégale. Ne tenons pas compte du fait qu'il faisait du mal à la faune innocente qui serait obligée de subir les conséquences de cette farce absurde. Mark et Tony mettaient également en danger le reste de leurs hommes pour un spectacle ridicule. Que se passerait-il si l'incendie devenait incontrôlable et que plusieurs membres de l'équipe étaient blessés ou perdaient de la vie? Tony aurait certainement dû réfléchir avant d'accorder à Mark la permission d'allumer ces flammes dangereuses. Les répercussions ont commencé à se faire sentir peu de temps après l'exécution de la farce. Mark a d'abord été immédiatement condamné à une amende de 1 725 $, ce qui l'a laissé sous le choc après avoir admis sa culpabilité dans l'exécution de cette farce stupide. Peu de temps après, Tony s'est retrouvé devant la cour territoriale du Yukon pour répondre de ses actes devant les autorités. Après tout, non seulement il avait laissé la farce se produire pendant qu'il était en poste, mais il avait aussi commis l'erreur stupide de ne pas signaler l'affaire aux autorités comme il était censé le faire dans une telle situation.
Il n'avait peut-être jamais réalisé l'ampleur de ce qui avait pu se passer sous sa surveillance. Mais on a pu soupçonner qu'il ne s'en souciait tout simplement pas. Quoi qu'il en soit, il a permis aux autorités de découvrir cet acte dangereux lorsque l'émission a été diffusée dans le monde entier. Et cela, bien sûr, est inacceptable. Toutes ces manœuvres inattendues et l'impact négatif qu'elles ont pu avoir sur l'environnement dans son ensemble ont amené les fans à s'interroger sur la signification de cet acte et sur la manière dont il pourrait influencer la position de Tony dans l'émission télévisée Gold Rush. Eh bien, actuellement, ils peuvent affirmer que cela peut nous offrir un aperçu de la psyché du chercheur, d'or chevronné et de sa propension à bafouer les normes établies par l'establishment. Comme on peut l'imaginer, cela laisse les passionnés en haleine tandis qu'ils envisagent l'avenir du vétéran mineur d'or. Je me demande ce que ces fans déduisent de la compréhension de l'esprit du légendaire mineur d'or. Sans aucun doute, ils ont toujours reconnu qu'ils avaient affaire à un non-conformiste. Mais ils peuvent maintenant percevoir que les machinations de l'esprit de cet homme peuvent constituer une menace pour lui-même et pour l'empire commercial que lui. Sa famille et son équipe ont laborieusement construit au fil des décennies. Il serait vraiment regrettable que cette attitude insouciante finisse par être le facteur déterminant entre le succès et l'échec de ce qui pourrait potentiellement être l'une des dynasties minières d'or les plus éminentes de l'histoire nord-américaine. Nous sommes de nouveau dans la rivière. Nous semblons faire ça chaque année. Alors ce sera certainement bien agréable un de ces jours d'obtenir un permis là-bas pour pouvoir rester ici. Au moins. Maintenant, les fans peuvent se plonger plus profondément dans le type d'intellect capable de prospérer à la fois dans le domaine de l'exploitation aurifère et dans celui de la télé-réalité. Malheureusement pour Tony, cela n'a pas atténué les troubles et les perturbations causées par ses actes irresponsables. En début, il a vu le principal fautif se voir infliger une amende de près de 2 zéros d'or. De plus, il s'est retrouvé à devoir justifier ses actes devant les autorités de la Cour territoriale du Yukon. Bien que Tony, les personnes associées à l'émission de la ruée vers l'or et ses fans aient pu espérer que ces conséquences constitueraient l'intégralité de la pénitence de Tony pour ses actes imprudents. Cela ne s'est avéré être que la pointe de l'iceberg de ses tribulations. Après avoir exécuté cette force inutile, Tony s'est rendu compte qu'il avait déclenché une pléthore de ramifications juridiques et une multitude de préoccupations environnementales en raison de son indifférence aveugle à l'égard du visage des funérailles vikings. Tony allait bientôt découvrir que les répercussions s'étendaient au-delà des limites de sa chère émission de télévision, car les funérailles sont devenues un point central de discussion entre les téléspectateurs à la maison et les personnes impliquées dans la production de l'émission. Ce qui est peut-être encore plus déconcertant, c'est que l'affaire est devenue un sujet de préoccupation considérable pour les autorités, qui étaient perturbées par le fait que Tony ait permis à ses subordonnés de se livrer à une farce aussi frivole. Ce qui est encore plus affligeant, c'est que cet incident est désormais lié à la viabilité même de l'entreprise minière de Tony, qui doit fonctionner à son plein potentiel. Les ramifications de ces actions se sont avérées si désastreuses que même les passionnés sont incrédules à l'idée de devoir spéculer sur l'avenir de l'un de leurs personnages les plus appréciés dans la série. Ceux qui ne savent pas comment Tony a pu compromettre les perspectives de croissance et même de survie de son entreprise seraient étonnés d'apprendre que ses funérailles vikings pourraient avoir un impact sur Tony. Un permis d'eau crucial pour son entreprise minière étant désormais en jeu. Comment n'a-t-il pas prévu que les autorités pourraient hésiter à accorder un tel permis à un homme qui semblait négliger la sécurité de l'environnement? Nous autres, les passionnés, ne comprenons pas. Si l'on considère également le fait que de nombreuses personnes ont exprimé leur mécontentement quant à l'efficacité de Tony dans les projets de remise en état des terres après certains travaux qu'il a effectués dans le passé, on se rend compte que les passionnés ne sont pas trop déraisonnables pour s'inquiéter du fait que cet hommage controversé aux anciens rites funéraires nordiques puisse être préjudiciable, non seulement à la demande de Tony pour ce permis d'eau, mais aussi à son avenir dans l'émission télévisée Gold Rush. Cela a ajouté encore plus d'intrigue aux événements qui se déroulent dans l'émission télévisée Gold Rush. Gardez à l'esprit que rien n'a été fait au sujet des retombées environnementales. En particulier, les accusations de pollution découlant de l'utilisation d'essence lors de cette farce inutile.
Rappelons que c'est l'agent incendiaire que Mark a pu utiliser pour réaliser le spectacle complet des funérailles Vikings. Si l'on ajoute à cela le fait que la mort de Tony est le résultat du fait qu'il s'était moins préoccupé des projets de restauration des terres qu'il devait mener après certaines de ses activités d'extraction d'or perturbatrices pour l'environnement, on se rend compte que les passionnés ont des raisons de douter de la continuité de la présence de Tony Beat dans l'émission télévisée Gold Rush, même en tant que chercheur d'or. Étant donné que son avenir dans les concessions d'Indian River était également en jeu, il semble que Tony se soit réellement retrouvé dans une situation difficile dont il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même, et peut-être à Mark Favron. Cependant, au fil du temps, les passionnés se rendent compte que l'impact de la demande de permis d'exploitation de l'eau de Tony était crucial pour l'avenir de l'homme. La tension a doublé lorsqu'ils ont réalisé que l'avenir du légendaire mineur était vraiment en jeu, avec sa participation à un acte qui semblait promouvoir l'utilisation non éthique de l'essence d'une manière dangereuse pour l'environnement, en raison de la libération de toxines dangereuses et de substances cancérigènes. Il ne serait pas surprenant que les fans découvrent que Tony n'a finalement pas pu obtenir cet important permis d'utilisation de l'eau. Les conséquences n'étaient pas des répercussions fictives qui n'affectaient que le contexte de la série. Non. Ces actes ont eu un impact réel sur l'environnement et quelqu'un a dû payer. Par conséquent, les passionnés attendent avec impatience de voir si Tony peut obtenir le permis d'exploitation de l'eau dont il a tant besoin. Il semble que Tony ait opté avant tout pour la détermination, car plutôt que de succomber au désespoir face à ces problèmes apparemment insurmontables, il a choisi de concentrer ses efforts sur ses concessions lucratives, notamment la concession prisée d'Indian River. Ils ont déjà attendu 2 ans pour que cette demande soit acceptée, et maintenant cette farce menace de compromettre tout ce pourquoi ils ont travaillé. D'une manière ou d'une autre, Tony a réussi à se ressaisir pour pouvoir se concentrer sur les projets en cours. Par exemple, il était impatient de maintenir son attention sur les activités minières de Nugget Cut à Paradise Hill. Cette décision démontre certes la capacité de Tony à élaborer une stratégie financière qui profite à son entreprise et à sa famille, mais elle souligne également sa résilience. Il aurait fallu plus que quelques revers pour le faire dévier de sa trajectoire. C'est peut-être le signe d'un dirigeant prêt à affronter les défis sans laisser d'autres aspects de sa vie ou de son entreprise en souffrir. Qu'il ait ou non dû faire face aux autorités minières importunes et à leur demande de permis d'exploitation des eaux, Tony a décidé de se concentrer sur d'autres tâches importantes, comme le transport d'équipements miniers lourds vers les concessions de l'Indian River. Le plus remarquable de ces équipements était peut-être une excavatrice neuve, 150 nécessaires aux travaux lourds dans les mines de l'Indian River. Lorsqu'est venu le temps de s'attaquer à cette tâche ardue, le caractère inventif de Tony est entré en jeu une fois de plus. Pour mener à bien cette tâche, Tony a décidé d'utiliser une vieille remorque surbaissée pour déplacer l'équipement lourd jusqu'à sa destination, démontrant ainsi l'état d'esprit pratique d'un patron qui cherche à contourner le processus de démontage ardu généralement requis pour transporter un tel équipement. Telle est la nature contradictoire de ce personnage. Comment un esprit aussi rationnel a-t-il pu permettre à Mark de faire une telle farce que personne d'autre n'a demandé? Maintenant, ils sont dans l'eau chaude, et il semble qu'ils ne puissent rien faire pour se sortir de cette situation, à part s'en sortir. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas été surpris par un appel surprise de la part de l'Office des eaux. Cela n'a peut-être pas été aussi surprenant que le fait de se rendre compte qu'il pourrait devoir présenter une nouvelle demande de permis d'exploitation des eaux après les événements de cette farce inutile. Cela pourrait s'avérer trop difficile pour le vétéran de l'exploitation minière, car lui et le reste du monde savent que la réécriture et la nouvelle soumission de la demande de permis d'exploitation des eaux pourrait prendre des mois, voire des années. Il était maintenant obligé de considérer le fait que cette farce signifiait que la saison en cours pourrait bien être un gâchis total, et qu'il pourrait maintenant devoir faire face à la tâche ingrate de déplacer tout cet équipement lourd sans rien avoir à montrer en retour. Pour couronner le tout, cela signifierait qu'ils n'auraient pas réussi à atteindre leur objectif d'extraire 9,0 onces d'or du front des mines cette saison-là. Cela signifie que l'entreprise minière de Tony était définitivement en danger, car il n'aurait pas réussi à gagner les millions de dollars qui auraient été tirés de l'extraction de tout cet or. Il s'agit d'une petite quantité d'or extraite,
évaluée à environ 400 $, bien que cela semble insignifiant par rapport aux gains potentiels de l'équipe si elle était en mesure de fonctionner à pleine capacité. Cette faible extraction d'or s'est avérée être un progrès. Elle a dépassé de 100 onces la quantité d'or extraite la semaine précédente. Cela pourrait servir de source de motivation pour l'expert minier néerlando-canadien, l'aidant à surmonter les pensées troublantes entourant l'incertitude de sa demande de permis d'exploitation des eaux. Peut-être pourrait-il se concentrer sur les aspects positifs de leur situation actuelle, aussi insignifiants soient-ils. Ils ont rapidement découvert que cela semblait susciter la motivation pour explorer de nouvelles stratégies d'exploitation minière et rechercher d'autres emplacements pour commencer l'exploitation minière. Avec un peu de chance, cette tournure positive des événements pourrait les aider à s'orienter dans le monde instable de l'exploitation aurifère. Cela souligne également que Tony est véritablement résilient, grâce à ses décennies d'expérience et à sa détermination. Avant même de mettre les pieds sur un site minier, Tony avait déjà accumulé une expérience considérable dans l'agriculture, la construction, l'exploitation d'équipements lourds et l'entretien des oléoducs. Il était bien préparé pour une vie dans les mines d'or, grâce à sa vaste expérience dans d'autres domaines. Cela démontre qu'il était un individu avec un rêve et une vision bien précis lorsqu'il a choisi de devenir chercheur d'or. Au fil du temps, il a réalisé ce rêve si efficacement qu'il a rapidement gagné le surnom de « roi du Klondike ». Avec un peu de chance, Tony parviendra à surmonter les défis pressants qui l'attendent pour atteindre son objectif de 9,0 onces d'or. Ensemble, embarquons pour le voyage inoubliable de Tony Beat, une saga légendaire de triomphes et de bouleversements dans le Gold Rush Show. L'aventure épique de Tony Beat dans le Gold Rush Show. Tony Beats, personnage marquant de la série télé-réalité Gold Rush, a récemment fait parler de lui avec une décision inattendue et controversée: organiser des funérailles vikings. Ce revirement surprenant a intrigué les fans et les critiques, déclenchant une vague de discussions et de débats sur les motivations derrière cette décision audacieuse. Réputée pour sa détermination et ses méthodes peu conventionnelles, la décision de Beat a suscité des conversations et des conjectures. Les funérailles Vikings ont consisté à verser de l'essence dans l'eau et à y mettre le feu, ce qui a suscité des inquiétudes quant à son impact écologique. Cette action imprévue a laissé les fans s'interroger sur sa signification et ses implications pour la réputation de Beat au sein de la communauté de la ruée vers l'or. La décision va au-delà du simple spectacle, offrant un aperçu de la nature audacieuse et défiante de Beat, incitant les téléspectateurs à spéculer sur ses ramifications sur sa réputation et ses futurs projets dans l'industrie minière aurifère. Au fil de la ruée vers l'or, les funérailles Vikings de Tony Beat vont au-delà du simple divertissement. Elles dévoilent une compréhension profonde de la psyché de Beat. Au-delà du spectacle télévisé, l'événement sert de portail vers l'esprit d'un homme qui s'épanouit en défiant les normes et en bafouant les règles conventionnelles. La décision de Beat d'orchestrer des funérailles aussi dramatiques et controversées offre aux spectateurs un aperçu rare de la complexité de ses motivations. Ce retournement de situation inattendu offre une fenêtre sur la psyché unique qui anime Tony Beat. Grâce à cette perspective, le public acquiert une compréhension plus profonde de l'individu derrière le personnage de Gold Rush, découvrant les couches qui font de Tony Beat une figure captivante et énigmatique dans le monde de la réalité, de la télévision et de l'exploitation aurifère. Les funérailles Vikings orchestrées par Tony Beat, bien que dramatiques sur le plan historique, ont semé le chaos sur et hors de l'écran de la ruée vers l'or. Cette décision audacieuse a déclenché des répercussions juridiques et a suscité des inquiétudes environnementales. Les conséquences de cette décision audacieuse s'étendent au-delà des limites de la télé-réalité, laissant les fans et les critiques stupéfaits et sans voix. La controverse entourant les funérailles est devenue un sujet de discussion central, les téléspectateurs s'interrogeant sur les répercussions potentielles pour Tony Beat. Le manque apparent d'engagement de Tony envers la restauration des terres jette un doute supplémentaire sur son éligibilité à la licence. Cette incertitude s'étend au sort de son entreprise d'Indian River, l'équilibre dépendant des décisions réglementaires. Alors que les fans se débattent avec les conséquences de l'incident, l'impact sur le permis d'exploitation de l'eau de Tony Beat apparaît comme un point central de l'intrigue, augmentant la tension et soulevant des questions sur l'avenir de ses activités minières.
L'incident des funérailles de Viking impliquant Tony Beat a suscité de nombreuses discussions, soulevant des préoccupations à la fois environnementales et juridiques. L'utilisation impropre d'essence sans prévenir les autorités a déclenché des alarmes sur la présence de composés dangereux et cancérigènes, suscitant des inquiétudes quant aux dommages environnementaux et aux risques potentiels pour la santé. Ces inquiétudes ont refait surface à la lumière des événements récents, notamment en ce qui concerne le permis d'utilisation de l'eau en attente de Tony Beat. Les retombées des funérailles du Viking ajoutent des niveaux de complexité à la saga en cours de Tony Beat. En particulier en ce qui concerne la question de savoir s'il obtiendra le permis d'utilisation de l'eau dont il a besoin pour ses opérations minières. Les fans de Gold Rush attendent avec impatience la réponse de Beat et la manière dont elle façonnera la trajectoire future de la série. Malgré les revers, Tony Beat reste un mineur d'or déterminé, se concentrant sur ses concessions rentables, notamment l'Indian River. Son attente de 2 ans pour obtenir le permis d'exploitation des eaux a été pleine d'anticipation et de frustration, ce qui l'a conduit à poursuivre stratégiquement l'exploitation minière à Nugget Cut sur Paradise Hill. La décision de Beat de transporter d'importants équipements miniers, comme une excavatrice 950 jusqu'à l'Indian River, démontre son approche stratégique, utilisant même une vieille remorque surbaissée pour contourner les défis logistiques. Cependant, des événements inattendus, notamment un appel crucial au Conseil des eaux, introduisent de nouvelles complications, laissant les fans dans le suspense quant à l'issue des décisions de Beat. La révélation selon laquelle la réécriture et la soumission à nouveau de la proposition de permis d'exploitation des eaux pourrait prendre des mois accroît les défis pour Beat, compromettant son objectif d'extraire 9,0 onces d'or et mettant en péril l'avenir de ses opérations minières. Au fur et à mesure que le récit se déroule, le sort de Tony Beat et de Gold Rush est en jeu, les téléspectateurs attendant avec impatience le prochain chapitre de cette histoire de détermination et de persévérance dans le monde de l'exploitation minière de la télé-réalité. Le processus prolongé ajoute non seulement une couche d'exaspération, mais met également en péril le calendrier d'atteinte de l'objectif ambitieux de production d'or. Alors que les passionnés observent les répercussions saisonnières de ce revers, le récit se déroule comme une course contre la montre à enjeu élevé, décrivant les subtilités et les incertitudes du monde réel dans la quête du succès de Tony Beat dans le domaine exigeant de la ruée vers l'or. Face aux obstacles. Une lueur d'espoir émerge pour Tony Beat lorsque son fils dévoile leur or extrait, évalué à plus de 400 $. Cette modeste réussite, qui dépasse de 100 onces la récolte de la semaine précédente, devient une puissante source d'inspiration. Plutôt que de s'attarder sur les incertitudes entourant le permis d'exploitation de l'eau, Tony et son fils se tournent vers le positif et choisissent de se concentrer sur leur triomphe actuel. Ce nouvel optimisme les pousse à explorer des stratégies minières innovantes et à rechercher des sites alternatifs pour renforcer leurs opérations. Le récit se tourne vers la résilience et l'adaptabilité, illustrant comment une victoire mineure peut agir comme un catalyseur pour surmonter les obstacles dans le monde imprévisible de l'exploitation aurifère, injectant un ton plein d'espoir et de résolution dans l'évolution du scénario de la ruée vers l'or. Le parcours de Tony Beat dans l'exploitation aurifère témoigne de son parcours diversifié et de sa détermination inébranlable. Avant de s'aventurer dans la région du Klondike, Beat avait une expérience variée dans l'agriculture, la construction, l'exploitation d'équipements lourds et l'entretien des oléoducs. Son parcours aux multiples facettes a jeté les bases de sa transition ambitieuse vers l'exploitation aurifère, révélant un homme animé d'une vision distincte. À son arrivée au Klondike, l'ambition de Beat a pris le devant de la scène alors qu'il poursuivait son rêve de devenir mineur d'or. Au fil du temps, il a laissé une présence notable dans le paysage minier aurifère du Canada. Beat est notamment devenu l'un des plus grands mineurs d'or du pays, laissant une marque indélébile sur l'industrie. Sa propriété de la mine Tamarack et de Paradise Hills consolide encore davantage sa position dans le domaine de l'exploitation aurifère. Cette évolution reflète non seulement son ambition, mais aussi sa capacité à s'adapter et à exceller dans un domaine exigeant. Malgré sa personnalité redoutable, Tony Beat est respecté dans le secteur minier en raison de ses réalisations et de son expertise considérable. Ses débuts dans la saison 2 de Gold Rush en 2010 ont marqué un tournant, où Beat est passé du statut de consultant à celui de personnage important de la série.
Son rôle de consultant a mis en valeur ses précieuses connaissances en matière d'exploitation minière rentable, lui valut la reconnaissance des autres membres de la distribution et des familles de mineurs. Les découvertes et les défis rencontrés par Beat, notamment une amende substantielle de 725 $ imposée à l'un de ses ouvriers, mettent en lumière la complexité de sa démarche. Ces obstacles soulignent la nature dynamique de l'association de Beat avec la série, révélant un homme qui affronte les subtilités de l'industrie minière avec courage. Malgré les obstacles, l'expertise et les réalisations de Tony Beat contribuent à son statut estimé dans la communauté minière, dépeignant un individu perspicace qui, bien qu'exigeant, apporte une richesse de connaissances et d'expérience au monde de la ruée vers l'or. Tony Beat, avec sa présence continue dans Gold Rush, s'est fait aimer des fans et des pairs de l'industrie. Bien que ses brèves apparitions et son utilisation sporadique de langage grossier puissent présenter des défis, sa compétence indéniable et son succès dans le domaine minier font de lui un personnage indispensable pour les passionnés de Gold Rush. L'impact de Beat sur la série transcende les désaccords occasionnels, car sa profondeur de connaissances et son expérience enrichissent le récit de Gold Rush. Les fans, malgré son attitude redoutable, apprécient l'authenticité qu'il apporte à l'écran. Dans les cercles miniers, Beat est reconnu comme une figure importante, admiré pour ses réalisations et vénéré pour ses contributions. L'admiration des fans et des pairs de l'industrie souligne l'importance de Tony Beat dans la communauté Gold Rush. Son personnage, bien que multiforme, est célébré pour l'authenticité et l'expertise qu'il injecte dans la série, faisant de lui un élément essentiel et apprécié du monde dynamique de la ruée vers l'or. Alors que le surprenant retournement de situation des funérailles Vikings de Tony Beat continue de se dérouler, la communauté de la ruée vers l'or se retrouve au bord de l'anticipation. Les controverses, les ramifications juridiques et les incertitudes entourant le permis d'eau de Tony Beat ont ajouté des niveaux de complexité au récit. On ne sait pas encore si Tony parviendra à surmonter ces défis et à poursuivre ses efforts d'extraction d'or, ce qui laisse les fans impatients de découvrir les chapitres suivants de la saga captivante de Gold Rush et Tony Beats. Préparez-vous à plonger plus profondément que jamais dans le monde fascinant de Gold Rush, où la réalité dépasse les récits scénarisés, découvrant des révélations à couper le souffle qui vous laisseront sans voix. Ce que personne ne vous dit sur la ruée vers l'or. 50 ans avant la découverte d'or à Sutter's Mill, la première ruée vers l'or de l'histoire américaine a débuté lorsqu'une lourde pépite d'or de 17 livres a été découverte dans le comté de Cabarrus, en Caroline du Nord. Cela a conduit plus de 30 personnes de l'État de Tar Heel à se lancer dans des activités d'extraction d'or et, pendant plus de 3 décennies, toutes les pièces d'or frappées par l'US Mint ont été fabriquées à partir d'or provenant de Caroline du Nord. La ruée vers l'or a marqué la migration de masse la plus importante de l'histoire des États-Unis. En mars 1848, le territoire de Californie était habité par environ 157 personnes, dont principalement 150 Amérindiens, 65 cents californiaux d'origine espagnole ou mexicaine et moins de 8 cents non-amérindiens. Cependant, dans les 20 mois qui ont suivi l'afflux de colons, la population non autochtone a grimpé en flèche pour atteindre plus de 100 personnes. La migration s'est poursuivie sans relâche, avec plus de 300 nouveaux arrivants au milieu des années. 1850, soit une personne sur 90 aux États-Unis. Cette augmentation de la population a joué un rôle essentiel dans l'accélération du processus d'accession de la Californie au statut d'État. En 1850, 2 ans seulement après l'acquisition du territoire par le gouvernement américain, la Californie devient officiellement le 31e État de l'Union. La ruée vers l'or de 1849 attire des immigrants venus de divers coins du monde. En 1850, plus d'un quart de la population californienne est composée d'individus nés hors des États-Unis. Au début, la plupart des premiers immigrants étaient originaires d'Amérique du Sud et d'Asie en raison de la diffusion tardive des nouvelles de la découverte sur la côte Est. En 1852, pas moins de 25 immigrants venus de Chine avaient réussi à se rendre en Amérique. Cependant, à mesure que les réserves d'or commençaient à s'épuiser, la concurrence entre les mineurs s'intensifia, ce qui entraîna une montée du sentiment anti-immigré. En réponse à cette situation,
l'Assemblée législative californienne a adopté en 1850 la taxe sur les mineurs étrangers, qui imposait aux non-citoyens une taxe mensuelle de 20 $, soit plus de 500 $ en monnaie de l'époque. Bien que cette taxe ait été abrogée par la suite, elle a été remplacée par une autre en 1852 visant spécifiquement les mineurs chinois, qui devaient payer 2 $ par mois, soit l'équivalent de 90 $ aujourd'hui. La ruée vers l'or s'est avérée périlleuse et fatale pour les populations non blanches. La violence contre les mineurs étrangers a augmenté au cours de cette période, avec des incidents de